Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Benoît Serex. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chef de groupe au Parlement bruxellois, député et aussi bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. Elle a tout de suite une question avec ces orages, ces pluies dantesques hier soir. Que s'est-il passé à Woluwe-Saint-Pierre ? La situation a été particulièrement difficile, c'est quasi du jamais vu dans la commune parce que plusieurs endroits ont vraiment subi des dégâts. On a eu la foudre qui est tombée sur une maison dans le quartier Jolibois, on a eu des coulées de boue à partir du grand terrain du champ des Dames Blanches, et puis le quartier du Val des Seigneurs a été vraiment profondément touché. On a eu l'eau qui est montée jusqu'à 1,50 m et c'est vraiment grâce à l'intervention des secours et rapide, et je tiens ici à les en remercier, tant la police que les pompiers. Certains citoyens étaient vraiment prisonniers dans leur voiture avec ces vagues d'eau qui arrivaient et ils ont pu être secourus grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Alors ce Val des Seigneurs, c'est une cuvette, il y a pourtant un bassin d'orage, ça n'a pas suffi ? Alors il y a un bassin d'orage qui a été construit il y a assez longtemps, qui est malheureusement sous-dimensionné. On a le projet avec Vivaqua d'en construire un autre et normalement les travaux devraient commencer au plus tard en 2017, qui aidera. Mais je pense, et j'ai encore entendu des experts et des spécialistes ce matin, que lorsqu'on est face à des orages qui sont d'une telle violence et sur une durée finalement assez longue, parce que ça a duré plusieurs dizaines de minutes, bien, face à ces événements-là, c'est parfois très très difficile d'avoir des solutions qui sont des solutions miracles. Donc un moment très difficile, mais heureusement plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal, mais aujourd'hui j'ai quand même pas mal de citoyens dont toutes les caves sont endommagées, dont les véhicules sont endommagés parce que l'eau a pénétré jusqu'à l'intérieur et a complètement mouillé le moteur. Et donc ces pauvres citoyens doivent aujourd'hui prendre un certain nombre de dispositions vis-à-vis de leur compagnie d'assurance. Et je peux vous dire que la commune, en tout cas, est là à leur côté pour essayer de les aider. Très bien. En fait, la raison pour laquelle je voulais vous proposer d'être ici, c'était pour parler du tunnel Montgomery, parce que lundi, en commission d'infrastructure du Parlement, c'était chaud avec le ministre Smet, parce que les bourgmestres comme vous, bourgmestre d'Etterbeek par exemple, ou même les représentants de Woluwe, Saint-Lambert, ne sont pas contents de la manière dont on fait le planning de ce tunnel, qui finalement ne va réouvrir qu'au mois de novembre. Alors pourquoi ? Oui. Alors c'est vrai qu'on n'est pas content parce que la fermeture du tunnel Montgomery a été une mauvaise nouvelle pour les nafteurs, mais aussi pour tous les gens qui habitent ce quartier, pour les commerçants. Et donc nous avions décidé, les trois bourgmestres, Saint-Lambert, Etterbeek et Woluwe-Saint-Pierre, de faire une grande réunion avec les riverains il y a quelques semaines en présence du ministre, de ses experts. Et il avait été annoncé très clairement à l'ensemble de la population que les travaux seraient terminés pour la fin du mois de mai. Bon, vous savez, il y a des commerçants qui perdent 50% de leur chiffre d'affaires. C'est pas rien. Et puis, sans autres procédés, moi j'ai appris par la presse, par un communiqué de presse, que finalement ces travaux seraient prolongés jusqu'à la fin du mois de novembre. Non, mais il faut imaginer la réaction des habitants et la perte de crédibilité du monde politique dans son ensemble. Vous êtes vexé, en fait. Mais je ne suis pas vexé, je trouve qu'on manque totalement de professionnalisme dans la gestion de ce dossier. Lorsque les experts nous disent lors de cette réunion qu'on pourra rouvrir le tunnel Montgomery à la fin du mois de mai, et puis que quelques semaines plus tard, on doit annoncer que c'est fin novembre, comment voulez-vous encore avoir un peu de crédibilité vis-à-vis de vos habitants et vis-à-vis des commerçants pour lesquels le préjudice est énorme ? L'amateurisme du ministre Smet. Je pense que c'est essentiellement de l'administration et des experts qui le conseillent. Le ministre ne sait pas analyser toutes les solutions techniques, mais on se rend compte qu'on a sans doute été un peu vite en besogne en annonçant que ça pouvait être réouvert au mois de mai. Alors, en matière de mobilité, je voudrais qu'on dise un mot de la place du Mont. Vous avez comme projet de rénover la place, surtout en enlevant les places de parking qui sont au milieu de la place. Et ça, l'opposition n'aime pas. Elle vous compare même à Yvan Mailleur. Oui, enfin, c'est évidemment très drôle, mais... C'est l'opposition libérale. Oui, le réaménagement de la place du Mont, c'est quoi ? C'est évidemment pas un piétonnier tel qu'on le connaît dans le centre, puisque les voitures vont continuer à circuler. On enlève simplement les 93 places de stationnement sur la place, et qui sont transférées, si je puis dire, au parking du Stockel Square, qui est situé à 80-100 mètres de là, et qui aujourd'hui est occupé à 65%. Donc il a la capacité d'absorption des places qui seront supprimées sur la place du Mont. Et je peux vous dire que c'est déjà le cas aujourd'hui, lors de toute une série d'événements. On a le marché 3 fois par semaine qui occupe la place, donc il n'y a pas de place de stationnement. Il y a la foire 3 semaines par an, il y a le marché de Noël.
Donc, et ce sont les moments où les commerçants font d'ailleurs le meilleur chiffre d'affaires. Donc, je comprends qu'il y ait une certaine inquiétude de leur part, qu'il y ait du questionnement. On a énormément concerté, on a énormément dialogué. On va continuer à le faire, mais c'est vraiment un beau projet pour l'ensemble du quartier et surtout pour recréer un peu de convivialité et développer l'attractivité commerciale de cette place. Mais plus largement en matière de la région bruxelloise et ses problématiques que l'on connaît, de mobilité, d'enseignement et autres. Sur la mobilité, vous avez peut-être entendu ces projets de l'ECO. Hein. Nous nous sommes fait l'écho des projets de l'ECO et il y en a un notamment, c'est de créer un énorme métro qui pourrait plus que doubler le nombre de stations existantes pour qu'on soit maillé comme on est maillé dans des villes comme Madrid ou Paris. Vous êtes favorable à la solution métro ? Moi, je suis tout à fait favorable à la solution métro. Aujourd'hui, c'est la solution qui est préconisée par les utilisateurs des transports en commun. C'est la plus rapide, c'est la plus facile, c'est la plus sûre. Et le métro devrait être développé à Bruxelles. Le gouvernement a déjà pris des décisions pour l'extension du métro Nord. Il faudra aussi faire le métro Sud. Il faut aller plus loin, quoi. Oui, moi je suis partisan que le métro sorte également de la région bruxelloise. Pourquoi pas à un moment donné jusqu'à Zaventem, par exemple, pour aller chercher les nafteurs en dehors de la région bruxelloise et les amener ici à Bruxelles. Vous savez, on ne trouvera de solution à la problématique de la mobilité qu'au travers du RER et de l'extension d'un réseau de métro ici sur le territoire de la région bruxelloise et même en dehors. Alors certains, notamment les socialistes, Paul Magnette, dit qu'il faut régionaliser enseignement et culture. Il a dit, en parlant de la Wallonie, qu'elle reste eunuque sans la compétence de la culture et de l'enseignement. Est-ce que Bruxelles est eunuque aussi sans ses compétences ? Mais je trouve que c'est une aberration la plus complète de proposer la régionalisation de la culture ou de l'enseignement. Ça veut dire quoi ? Vous aurez un programme d'enseignement, des examens dans les écoles qui vont être différents en Wallonie ou à Bruxelles. Je crois que c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et Bruxelles est différent aussi. La réalité sociale de Bruxelles est différente. Oui, mais alors imaginez un enfant qui fait ses 3 premières études primaires à Wavre, et puis le couple divorce, une partie vient s'installer à Bruxelles, et quoi ? Il a un programme différent de celui qu'il a suivi en Wallonie. Enfin, c'est absolument pas cohérent. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Eh bien, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est un manque de solidarité de la Wallonie vis-à-vis de Bruxelles. Très clairement, on sait que l'explosion démographique, elle est ici à Bruxelles. On sait que les écoles les plus en difficulté sont majoritairement ici à Bruxelles. Et donc, on a moins envie de financer l'enseignement en région bruxelloise. Mais à l'heure où en Europe, au travers de Bologne par exemple, au travers des programmes Erasmus, on essaye d'harmoniser les politiques d'enseignement, on irait totalement en sens contraire en Belgique. Moi, je trouve que c'est tout à fait aberrant. Même pour quelqu'un qui change entre Bruxelles et la Flandre, il aurait le même problème que ce que vous citez avec la Wallonie. Les enseignements ne sont pas les mêmes. Donc, il y a chaque fois des limites à tout cela. Mais alors, il faut alors conclure des accords de coopération. Et vous savez, vous dites la situation n'est pas tout à fait la même à Bruxelles qu'elle n'est en Wallonie. C'est vrai, mais on peut déjà aujourd'hui décliner un enseignement avec des spécificités bruxelloises. Je prends les écoles en discrimination positive. Il y en a beaucoup plus à Bruxelles que dans le reste de la partie francophone. Il faut, de mon point de vue, accentuer le bilinguisme dans les écoles ici à Bruxelles, parce que la connaissance des langues, on le sait... Mais on peut le faire dans le cadre actuel. On peut le faire dans le cadre actuel, mais pas de repli sur soi, que ce soit en matière culturelle ou en matière d'enseignement. Et après, vous savez, moi je les connais, les Marcourt et les Cruc, en termes de régionalisation de la culture ou de l'enseignement. Après, ils feront du sous-régionalisme, ce sera un peu plus pour Liège, un peu plus pour Charleroi. C'est une vision qui me semble fort repliée sur soi-même. Mais on sent aussi que tout le monde a l'air d'être prêt pour la 7e réforme de l'État, tant du côté du PS que du côté de la NVA. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, de notre point de vue au CDH, nous souhaitons d'abord mettre en place la 6e réforme de l'État. Vous parlez des collaborations en termes de mobilité avec l'extérieur de Bruxelles. Quand va-t-on mettre en place cette communauté urbaine, cette communauté métropolitaine ? Les problèmes de développement économique, les problèmes de mobilité, les problèmes d'environnement, ils déplacent de loin les frontières des 19 communes. Et donc, moi, j'en appelle à ce qu'on applique d'abord la 6e réforme de l'État et qu'on mette enfin sur pied, qu'on donne du contenu à cette communauté métropolitaine. Mais sur le fond, vous ne trouvez pas que Bruxelles doit prendre davantage son destin en main ?
Mais Bruxelles prend son destin en main. Nous avons un gouvernement et nous avons des communes qui doivent collaborer avec ce gouvernement, un peu plus d'ailleurs pour certaines que d'autres. Là, j'en appelle aussi un peu plus de sagesse de la part de la ville de Bruxelles, dans le cadre de la collaboration avec le gouvernement régional. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'isoler et se replier sur soi-même. Bruxelles doit être une capitale nationale, internationale, ouverte aux deux autres régions et ouverte aussi à l'Europe. Alors, vous faisiez allusion à la ville de Bruxelles, qui parfois dit on n'a pas de communes à notre taille en région bruxelloise. Pourquoi ne pas fusionner certaines communes entre elles? Est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est un tabou pour vous? Oui, parce que moi je suis un défenseur de la proximité. Et cette politique de proximité, vous l'avez au travers des communes et des communes à taille humaine. Moi j'ai vu la proposition faite par le bourgmestre de la ville de Bruxelles de créer 8 communes ici en région bruxelloise. C'est quoi? Ça va être 8 contre-pouvoirs au gouvernement bruxellois. Il en est déjà un à lui tout seul. Il en veut encore. Aujourd'hui, il y en a peut-être 19. Non, parce que je trouve qu'en général, la collaboration entre les communes et la région est bonne. Et il faudrait d'ailleurs contractualiser cette relation, développer encore plus de coordination, plus de synergie. Mais manifestement, dans toute une série de dossiers, on voit que la ville de Bruxelles, et on l'a vu pour le piétonnier, l'a fait sans coordination avec la région, sans coordination avec les communes voisines. Et là, elle joue cavalier seul, et ça, c'est dommageable. Quand on vous entend, il y a beaucoup de manque de communication. On parlait du tunnel Montgomery, on parle du piétonnier. Il y a vraiment un manque de communication dans notre région. Alors, c'est vrai pour le tunnel Montgomery. Pour le piétonnier, je pense qu'il y a une volonté politique de la ville de Bruxelles de jouer contrepoids à la région bruxelloise. Alors, se dire bonjour, est-ce que c'est une bonne manière pour lutter contre l'angoisse et l'ambiance anxiogène de Bruxelles? C'était lancé hier par différents chefs d'entreprise. Il faut chaque jour dire bonjour à un inconnu dans la rue. Ça vous semble une bonne idée? Ça me semble en tout cas une bonne idée pour développer la convivialité, le contact. Bruxelles à taille humaine, un visage humain pour Bruxelles, ça c'est important. Et que ce soit au travers de petites initiatives comme celle-là ou d'autres initiatives, ça va dans le bon sens. Voilà, si vous voyez le bourgmestre sur la place du Mont, eh bien dites-lui bonjour, il vous répondra. Demain, Stéphanie Meyer recevra Jean Spinette, le président du CPS de Saint-Gilles.